Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invité Sébastien Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de notamment La modernité iranienne, culture, société, organisation, pouvoir, coopération. C'est chez l'Harmattan. Vous connaissez évidemment très bien l'Iran et vous y avez vécu plus de 10 ans. C'est pas la première fois que le pays connaît une telle crise. Qu'a-t-elle de différent? Alors, c'est une crise assez généralisée. La première grosse crise, et la crise où vraiment, à mon avis, le régime a vacillé, c'était, vous vous souvenez, après les élections contestées d'Ahmadinejad, il y a eu des torrents, des millions et des millions de manifestants dans les rues. Et là, moi, j'ai souvenir de ça, parce que j'étais en Iran à cette époque-là. Le début des années 2000. Voilà, au début des années 2010. Ensuite, il y a eu des manifestations sur des questions économiques, sociales, politiques, sur des questions de rapport avec les femmes, avec la mort de Mahsa Amini, et puis ce combat qu'ont mené les Iraniens pour lutter contre le port du foulard obligatoire. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que la société iranienne a obtenu ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu dans le détail des manifestations, les femmes ne portent plus le foulard en Iran. Donc c'est elle qui gagne. Si vous voulez, ce qui se passe depuis 25 ans, 20 ans, c'est que le régime court derrière la société. C'est une société très jeune. La moyenne d'âge, c'est autour de 35 ans. C'est une société dont le dynamisme intellectuel, social, politique, artistique, culturel est extrêmement fort. C'est une société extrêmement riche, extrêmement puissante. Je parle des individus, vraiment les gens que j'ai rencontrés pendant 15 ans en Iran, sont des gens qui m'ont fasciné et qui ont une culture générale absolument extraordinaire, qui lorsqu'ils vont à l'étranger, vont dans les meilleures universités américaines, anglaises et françaises. C'est des gens extrêmement cultivés et très développés, des jeunes, et qui ont une soif de liberté, une soif d'ouverture sur le monde, et qui ont un régime, évidemment, qui est un petit peu d'un autre âge, qui a fait sa révolution dans les années 70 pour s'opposer au Shah à l'époque, et qui a énormément de mal à suivre cette société qui est en quête de liberté. Alors là, ce qui est né, c'est la question du pouvoir d'achat, parce que la question effectivement, parce que c'est pas seulement cette élite qui défile, ce ne sont pas seulement des citadins qui défilent, c'est le cœur battant de l'économie iranienne qui proteste. Voilà, je parle d'élite, moi j'ai rencontré des taxis qui vous parlaient de Baudelaire et d'Apollinaire, je veux dire, c'est il y a une vraiment culture qui se répand dans toutes les couches de la société, on voilà, donc c'est toute la société, et c'est une question de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs qui font taxi parce qu'ils ne trouvent pas de travail dans l'industrie. On a des commerçants, et alors des commerçants, ce qui est paradoxal, c'est que c'est des gens plutôt conservateurs, c'est la bourgeoisie iranienne qui préfère le calme et la stabilité pour défendre leurs intérêts et pour pouvoir s'enrichir. Et là, c'est allé trop loin. Et c'est là, eux, qui là, ont fermé boutique parce que les taux du dollar sont extrêmement élevés. Donc, pour importer des biens d'importation, ils sont obligés d'acheter du dollar extrêmement cher et tout ça. Alors, c'est la combinaison, si vous voulez, d'un régime qui gère mal quand même l'économie iranienne et aussi de la pression occidentale d'un embargo. C'est le pays au monde qui subit le pire embargo de la planète. Il faut se rendre compte que depuis que Donald Trump a rétabli les pires sanctions contre l'Iran en 2017, que l'Iran avait connu depuis 40 ans, évidemment, les Iraniens ont du mal à exporter leur baril, leur pétrole, qui est une ressource importante pour l'État. Et encore, là les Iraniens ont réussi, ils sont autour de 1 million, 1,5 million barils jour. Donc il y a des rentrées d'argent, si vous voulez. Mais maintenant, où va cet argent? Est-ce qu'il va plutôt dans les forces de l'ordre, les forces de défense, etc. Ou est-ce qu'il va plutôt au pouvoir d'achat? Et là, c'est le problème. C'est que, en fait, c'est une question de priorité. Le régime a toujours eu tendance à défendre, à mettre cet argent dans la défense du pays et pas suffisamment, si vous voulez, dans les questions sociales, économiques, le pouvoir d'achat, la vie chère, etc. Et la population en a marre, effectivement, on l'entend, de ces choix de politique étrangère. Alors, vous le disiez, il y a cette pression extérieure, mais cette population dénonce aussi l'hypocrisie de ce régime qui s'enrichit. Il y a la corruption, et puis il y a aussi, alors,
on parle d'économie bien évidemment, les gardiens de la révolution sont très impliqués dans l'économie, ils s'enrichissent aussi. C'est ça, les gardiens de la révolution maintenant contrôlent un petit peu toutes les sphères, toutes les grandes industries, l'industrie pétrolière en partie. Et c'est vrai que maintenant, il y a ce mélange des genres où, avant, il y avait une certaine... C'est là où c'est tout le paradoxe. Hein, au tout début de la révolution islamique, au début des années 80, c'était la révolution à l'époque avait triomphé pour lutter contre la corruption du régime du Shah à l'époque, hein, où il y avait des enrichissements extrêmement forts, etc. Donc, quand il y a eu la révolution, il y avait une espèce d'éthique sociale qui conduisait à aller distribuer l'eau, l'électricité, le gaz dans les villages les plus reculés du pays. Il y avait de faire en sorte, et ça a été une réussite, que toute la société puisse s'éduquer, aller à l'université, etc. C'est pour ça que maintenant nous avons une société extrêmement bien éduquée mais qui ne trouve pas de travail. Voilà, mais après qui ne trouve pas de travail. Et puis alors, c'est le paradoxe des sanctions aussi. La sanction entretient la corruption, parce que finalement, quand l'argent devient rare, finalement, les gens qui sont au pouvoir en profitent et s'accaparent un petit peu chaque élément l'argent qui est disponible sur place. Ouais. On comprend que cette mobilisation aujourd'hui, c'est un agrégat de mécontentement, que de toute façon, la colère est latente, elle finit toujours par revenir, quelle que soit la cause originelle. Est-ce que pour autant, quand vous voyez ces images, quand vous voyez ces développements, quand vous entendez le guide suprême qui s'est exprimé hier, vous dites, oui, là, il y a un point de bascule auquel on assiste aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, en tant que chercheur, ça fait 30 ans qu'on me dit que la chute du régime est pour demain. Donc, la prudence me conduit à être toujours un petit peu... c'est un pouvoir qui reste fort. Hein, c'est un pouvoir qui reste fort, qui a des relais sociaux, qui est quand même relativement organisé et relativement uni, malgré des tensions à l'intérieur du régime. Alors que, à l'inverse, l'opposition iranienne est complètement éclatée, divisée. Il n'y a pas d'opposition légitime. Tous les opposants veulent tirer la couverture à eux. Donc, là, on entend beaucoup le fils du Shah qui s'exprime, qui essaye de trouver le soutien des Américains. Voilà, mais le fils du Shah, il est un peu tout seul, il est complètement déconnecté de la société, il n'y a pas mis les pieds depuis 40 ans. Il y a un côté un peu nostalgique, romantique, dans le retour d'une monarchie. Pour certains, ça prend sens, parce que forcément, la situation est tellement catastrophique qu'il y a le rêve d'un retour à un passé glorieux, mais la révolution islamique en 79 n'est pas née par hasard. C'est aussi en opposition à l'époque du Shah, où il y avait un régime avec un parti unique, des tortures dans les prisons, des emprisonnements arbitraires, etc. Donc cette révolution est pas née par hasard. Il y a eu un mécontentement contre le Shah. Le clergé a pris le contrôle de cette révolution, qui était plutôt des forces de gauche, etc., qui était très, très éclatée. C'est le clergé qui a pris le contrôle de la révolution. Et aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est la question du guide, je pense, parce que est-ce qu'il est soutenu d'ailleurs à l'intérieur? Est-ce qu'il est encore soutenu par les gardiens de la révolution? Il sera toujours soutenu parce que c'est la tête du régime, et puis c'est vraiment l'incarnation de l'unité, enfin de l'État. Mais il y a par exemple, il y a tout un courant réformateur qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais qui essaye toujours de tendre la main, autant tendre la main vers l'étranger que tendre la main vers la société pour calmer le jeu, etc. Mais le pouvoir du guide, avec ses forces qui sont constituées par les gardiens de la Révolution, est extrêmement fort, si vous voulez. C'est un pouvoir exclusif absolu contre un pouvoir régalien limité qui est tenu par les réformateurs. Donc, si vous voulez, c'est toujours les conservateurs qui gagnent. L'élément peut-être différent des précédentes crises, c'est Donald Trump, qui est au pouvoir depuis 1 an. Il a montré à quel point il était imprévisible. On l'a vu avec le Venezuela et la capture de Nicolas Maduro la semaine dernière. Il y a eu l'intervention israélienne au début de l'été. C'est vrai que quand il est menaçant, quand il dit je vais frapper fort si vous continuez de réprimer votre population, là, effectivement, le pouvoir iranien peut se dire, peut-être qu'il y a de la crédibilité, qu'il y a quelque chose à retenir là-dedans et des lignes à faire bouger. Oui, alors moi,
je considère que c'est le plus mauvais service à rendre à la société iranienne que de s'ingérer dans les affaires internes iraniennes. Parce que finalement, ça donne raison au régime qui dit que ces manifestations sont pilotées de l'étranger. Israël et les États-Unis ont clairement annoncé qu'ils soutenaient les manifestants, qu'ils aidaient les manifestants, etc. Donc l'ingérence est clairement annoncée. Donc ça donne, si vous voulez, une espèce de légitimité au pouvoir pour dire que ces manifestations sont le reflet d'ingérence étrangère, alors qu'en fait, elles sont légitimes de l'intérieur. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut absolument que laisser les Iraniens dans leur... révolution, vivre leur révolution. Voilà, ils sont assez grands pour s'organiser eux-mêmes, etc. Et surtout, pas d'ingérence étrangère. On se souvient d'un coup d'État organisé par les États-Unis en 1953 en Iran. Ça a produit la révolution islamique 20 ans plus tard. Là, il y a eu un coup d'État au Venezuela. Et je peux vous assurer que d'ici 10 ou 20 ans, ça va se retourner contre les États-Unis. Ça se passe toujours comme ça, si vous voulez. Ce à quoi on assiste là depuis plusieurs semaines, ou même des mois, c'est un pays qui est en train de sortir de l'islam politique. Et en cela, c'est une révolution pour toute la région, pas seulement pour l'Iran. Voilà, alors c'est là où vous voyez, l'Iran n'a pas le monopole des idéologies. Il y a en Occident une idéologie qui est extrêmement forte depuis le 11 septembre 2001, qui s'appelle l'idéologie néoconservatrice, qui lie les États-Unis, l'Arabie saoudite et Israël. C'est une alliance entre les suprémacistes évangélistes américains autour du pétrole, les suprémacistes salafistes d'Arabie saoudite autour du pétrole et les suprémacistes juifs en Israël. Et cette alliance extrêmement forte qu'on voit dans tous les domaines du Proche et du Moyen-Orient, qui ont une obsession, c'est le pétrole. On le voit dans tous les pays qui ont du pétrole, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye. Vous avez vu dans quel état ils sont en ce moment. C'est-à-dire que quand on a du pétrole, on voit la situation qui se passe. Bon. Donc, c'est cette alliance suprémaciste n'a qu'une seule obsession depuis 20 ans, c'est l'Iran. Et pour eux, c'est un changement de régime contre l'Iran. Même sur cette question du nucléaire. Maintenant, on sait aujourd'hui avec le recul que le nucléaire, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour pouvoir obtenir un changement de régime. Car à chaque fois que le problème du nucléaire iranien aurait pu être résolu, et il a été résolu en 2015 quand il y a eu un accord, etc., et Trump, au nom de sa volonté de changer de régime en Iran, a rétabli des sanctions alors que l'Iran s'était éloigné de l'arme nucléaire, et cet éloignement avait été reconnu par la communauté internationale. Donc je vous dis, il y a des intérêts extrêmement forts autour d'intérêts pétroliers. On vient de le voir avec le coup d'État au Venezuela, et la machine est en route. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir prendre le contrôle du pétrole et du gaz, car je vous rappelle que l'Iran a la deuxième réserve et la troisième réserve de gaz au monde. C'est pas un peu de choses. Et donc... et en même temps, un État sans pouvoir central, c'est un cauchemar. Enfin, c'est un scénario cauchemardesque pour les pays voisins, les pays arabes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le seul moyen d'obtenir ce que les Américains veulent à partir du pétrole, c'est de mettre, entre guillemets, des dictatures en place. C'est-à-dire que c'est des régimes forts qui permettent justement de soumettre l'Iran ou maintenant le Venezuela pour pouvoir pouvoir accéder aux richesses pétrolières de ces pays-là. C'est des pouvoirs forts qui seront soumis à la volonté de Washington dans les mêmes circonstances que ce qui se passe au Venezuela. Mais je vous dis, à chaque fois que les Américains interviennent de l'étranger dans un pays pétrolier, ça se retourne contre eux. Je veux dire, ils ont soutenu Saddam Hussein à l'époque
dans la guerre contre l'Iran, Saddam Hussein s'est retourné contre eux. Les talibans, c'est eux qui ont formé les talibans avec les Saoudiens contre l'invasion russe. Les talibans se sont retournés contre eux. La Libye, ça a été pareil. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'est toujours la reproduction des mêmes erreurs. Et alors, c'est vrai qu'ils ont des victoires. Hein. Le coup d'État en Venezuela, c'est une victoire aujourd'hui, mais dans 10-15 ans, on verra la situation. On va continuer d'en parler justement, mais je vous remercie beaucoup Sébastien Regnault d'être venu sur ce plateau nous livrer votre analyse alors que cette mobilisation donc, se poursuit en Iran. Effectivement, c'est vrai qu'on